Monde numérique. Des robots bientôt plus nombreux que les humains, une super IA avant la fin de l'année, moins de travail mais plus d'emplois. Voilà les prédictions des géants de la tech cette semaine au sommet de Davos. Les stars du numérique ont brillé en Suisse, elles ont dévoilé leur vision du monde et attention, ça décoiffe. On en parle dans ce nouvel épisode de Monde numérique. L'actu de la semaine, c'est aussi Apple qui s'apprêterait à lancer un nouveau produit révolutionnaire boosté à l'intelligence artificielle et OpenAI qui prépare lui aussi son super assistant connecté à ChatGPT. L'innovation de la semaine, elle est signée QTI, le labo français d'intelligence artificielle qui veut redonner la voix aux personnes atteintes de la maladie de Charcot. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti que l'on retrouvera à Montréal comme chaque semaine. On va parler de la publicité qui arrive dans ChatGPT. Mais alors attention, sous quelle forme, pour qui exactement? Et puis on parlera aussi de l'Europe qui veut booter hors des frontières les opérateurs télécoms chinois. En ligne de mire, Huawei et ZTE. Dans la deuxième partie de cette émission, les interviews de la semaine, je vous emmène à la découverte de l'ordinateur le plus puissant d'Europe, l'un des plus gros supercalculateurs du monde, Alice Rocoq. Je reçois le directeur du très grand centre de calcul du CEA, Nicolas Larjan. Et puis on reviendra sur le CES de Las Vegas pour parler tech responsable et impact des objets connectés sur la vie privée avec Patrice Duboé de Capgemini. Monde numérique. Jérôme Colombin. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 24 janvier 2026. C'est parti pour 50 minutes de news, de décryptage, d'interviews comme chaque samedi. Les autres jours de la semaine, Monde numérique, ce sont des interviews, des reportages, des zooms sur le fil du podcast Monde numérique, sur la plateforme de votre choix. Abonnez-vous, notez ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles et puis surtout des commentaires. Merci d'avance. Retrouvez aussi Monde numérique en application mobile, l'appli signée Good Barber sur iPhone et Android. Et puis, vous pouvez commenter les épisodes sur le site mondenumérique.info. Jensen Huang, le patron de Nvidia, Satya Nadella, PDG de Microsoft, Demis Hassabis, le big boss de Google DeepMind ou encore Elon Musk, sans oublier les dirigeants de Palantir, Meta, Anthropic, OpenAI, bref, un concentré de patrons de la tech comme on n'en voit pas souvent. Il y en avait presque plus que des ministres des Finances, qui sont pourtant généralement les principaux invités au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. 850 dirigeants d'entreprise au total, sur 3000 participants, selon les organisateurs. On peut dire que jamais la tech, la technologie et surtout l'intelligence artificielle n'avaient occupé une place aussi centrale dans les discussions. Alors que faut-il retenir de tout ça? Je vais essayer de vous résumer l'essentiel. 3 grandes tendances qui ressortent très clairement de ce Davos 2026. 1. L'IA n'est plus une promesse, c'est une réalité. 2. L'IA, il va falloir malgré tout aujourd'hui qu'elle prouve son utilité, notamment son utilité sociale. Et 3. L'IA est au cœur d'une bataille industrielle et géopolitique mondiale. Et oui, l'IA n'est plus une promesse, c'est désormais du concret, et c'est ce que Jensen Huang appelle une infrastructure comparable à l'électricité ou aux télécoms. Selon le patron de Nvidia, le monde entre dans une nouvelle ère qui exigera des milliers de milliards de dollars d'investissement pour construire les data centers, les réseaux, les capacités énergétiques aussi nécessaires à l'intelligence artificielle. Et il est essentiel pour chaque pays de s'y mettre à fond. Jensen Huang. l'IA est une infrastructure et il n'y a pas un seul pays au monde que je ne puisse imaginer qui n'ait pas besoin d'avoir l'IA comme partie de son infrastructure. Parce que chaque pays a son électricité, vous avez vos routes, vous devriez avoir l'IA comme partie de votre infrastructure. Bien sûr, vous pourriez toujours importer de l'IA, mais l'IA n'est pas si incroyablement difficile à entraîner de nos jours, et parce qu'il existe tant de modèles ouverts, ces modèles ouverts, avec votre expertise locale, vous devriez être en mesure de créer des modèles qui sont utiles à votre propre pays. Et donc, je crois vraiment que chaque pays devrait s'impliquer pour construire une infrastructure d'IA, développer sa propre IA, tirer parti de votre ressource naturelle fondamentale, qui est votre langue et votre culture,
développer votre IA, qu'on continue à l'affiner et que votre intelligence nationale fasse partie de votre écosystème. Voilà, Jensen Huang avec traduction par intelligence artificielle, évidemment. Alors, il prêche pour sa paroisse, bien sûr, Jensen Huang, puisque lui, il vend des composants électroniques informatiques pour faire tourner les modèles d'IA. Forcément, plus il y aura de la demande dans le monde et plus ça fera ses affaires. Au-delà de cela, deuxième tendance donc à retenir de ce Davos, l'utilité sociale de l'IA. Et là, c'est le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui a tenu un discours très clair en déclarant notamment « Nous devons parvenir à utiliser l'IA pour faire quelque chose d'utile, quelque chose qui change réellement les résultats pour les individus, les communautés, les pays, les industries. Sinon, si l'IA ne change pas concrètement la vie des gens, sous-entendu en bien, ce qu'il appelle la licence sociale, eh bien l'enthousiasme pourrait retomber, voire même, pourrait-on ajouter, se transformer en méfiance vis-à-vis de l'IA. Une thèse en tout cas appuyée par le président du cabinet de conseil PwC, qui est intervenu également à Davos et qui a rappelé que plus de la moitié des entreprises aujourd'hui n'observent en réalité aucun gain mesurable lié à l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas simple. Elon Musk était présent également. Elon Musk, fidèle à lui-même, qui a marqué les esprits avec cette déclaration qui a été pas mal reprise. Il y aura un jour plus de robots que d'humains, a-t-il dit. Alors, deux façons de voir les choses. Soit ça veut dire qu'il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde si ce sont les robots qui, sous-entendus, font tout le boulot, et ce sera dramatique. Soit au contraire, ce sera formidable, car ce sera, comme le pense Elon Musk, l'ère de l'abondance pour tous. Ma prédiction est qu'il y aura plus de robots que d'humains. On ne peut pas avoir un travail à faire et une abondance incroyable pour tous. Si vous avez des milliards de robots humanoïdes, et je pense que ce sera le cas, je pense que tout le monde sur Terre en aura un. Qui ne voudrait pas d'un robot pour, en supposant qu'il soit très sûr, surveiller vos enfants, prendre soin de votre animal? Si vous avez des parents âgés, si vous aviez un robot qui pourrait s'occuper et protéger un parent âgé, je pense que ce serait génial. Ce serait une chose incroyable à avoir. Je pense que nous aurons ces choses-là. Je veux dire, dans l'ensemble, je suis très optimiste quant à l'avenir. Je pense que nous nous dirigeons vers un avenir d'incroyable abondance, ce qui est très cool, et certainement, nous sommes à l'époque la plus intéressante de l'histoire. Elon Musk au sommet de Davos. Alors chacun se fera son opinion par rapport à ces sujets-là. Elon Musk qui prédit également que nous pourrions avoir une IA plus intelligente que n'importe quel être humain d'ici la fin de l'année, au plus tard l'année prochaine, la fameuse IAG, intelligence artificielle générale. Ça veut dire effectivement une IA qui sache tout faire, qui soit à la fois le meilleur des médecins, le meilleur des architectes, le meilleur journaliste, le meilleur tout ce que vous voulez, etc., etc. Bon, il faut toujours se méfier quand même des prédictions d'Elon Musk qui, sur le long terme, sont très intéressantes. Il ne faut pas les passer à côté, mais au niveau timing, en général, il se plante. Alors une question encore, et c'est l'une des questions qui devient de plus en plus brûlante. On le voyait arriver gros comme une maison, mais là, ça y est, on y est. C'est l'impact de tout cela sur notre vie quotidienne et notamment sur l'emploi. Et là, c'est par exemple Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, qui est intervenu et qui prédit une transformation radicale du marché de l'emploi d'ici 1 à 2 ans. C'est-à-dire avant que l'IA en fait, dépasse notre capacité d'adaptation. C'est tout le problème, c'est la vitesse à laquelle se fait cette transformation. Notamment en ce qui concerne les développeurs informatiques, a expliqué Dario Amodei. Il explique que le vibe coding, c'est-à-dire la programmation par l'IA, en promptant plutôt qu'en écrivant du code, va devenir la règle et que plus aucun développeur n'écrira du code informatique. Pour sa part, Jensen Huang de NVIDIA, qu'on a entendu tout à l'heure, se veut malgré tout positif et il a cité en exemple un autre domaine, celui de la médecine. Il a rappelé qu'aux États-Unis, malgré ou plutôt grâce aux IA qui aujourd'hui analysent les radiographies médicales, contrairement à ce qu'on avait prévu, le nombre de radiologues n'a pas diminué, mais au contraire, il a augmenté, car cela permet de traiter plus de patients et les hôpitaux embauchent plus de professionnels et du coup, à l'arrivée, tout le monde est gagnant. Alors ça, c'est pour l'impact de l'IA. Enfin, troisième dimension, la bataille industrielle et surtout géopolitique mondiale à laquelle donne lieu cette course vers l'intelligence artificielle. Ce n'est plus seulement un enjeu technologique, c'est véritablement aujourd'hui un enjeu de puissance. Il est donc urgent de ne pas perdre la main. Tiens, à noter qu'il y avait également le patron de Mistral, Arthur Mensch, présent à Davos, qui prévoit 1 milliard de chiffre d'affaires à plus ou moins longue échéance. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite.
En creux, ce sommet révèle en tout cas donc une transformation profonde. D'abord, les dirigeants de la tech ne sont plus invités comme des experts, mais désormais véritablement comme acteurs au cœur du pouvoir économique mondial. L'IA est vue à la fois comme un moteur de croissance, mais aussi comme un risque social, comme un enjeu énergétique, ne l'oublions pas, et aussi comme un outil de souveraineté. Et enfin, le débat a changé de nature. On ne se demande plus si l'IA va transformer le monde, mais on se demande maintenant qui va la contrôler, qui va en profiter, qui va payer le prix de cette transformation. En attendant, on l'espère et on le souhaite, et on y croit, de pouvoir récolter les fruits et les bénéfices de tout cela. Monde numérique. Allez, toute autre chose, mais que nous concoctent Apple et OpenAI? Alors pas ensemble, mais chacun de leur côté. Apple, tout d'abord, aurait en projet la création d'un petit assistant boosté à l'intelligence artificielle. Un nouveau produit en marge des iPhones, iPad, iMac, MacBook, etc. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le site The Information. La marque à la pomme plancherait sur une sorte de broche connectée, un gros bouton ressemblant un peu à un AirTag apparemment, que l'on pourrait fixer sur ses vêtements et qui serait notre assistant pour la vie de tous les jours. Il fonctionnerait avec Siri, bien sûr, mais un Siri remusclé à l'intelligence artificielle de Google Gemini, suite à l'accord de partenariat passé récemment avec Google, et qui répondrait à toutes nos questions, grâce à des micros, grâce à une connexion avec le smartphone. Tout cela rappelle un peu le AI Pin, ce gadget sorti l'an dernier, dont on avait parlé dans ce podcast, que j'avais essayé, qui malheureusement a connu un destin plutôt funeste, puisqu'il a été quasiment retiré de la vente après une série de problèmes techniques. Mais finalement, l'idée n'était peut-être pas si mauvaise, et Apple, semble-t-il, réfléchit à quelque chose un peu dans ce goût-là. Bon, il faut rappeler que pour l'instant, tout cela n'est encore que du fantasme, sans aucune annonce réelle. On verra bien s'il se passe des choses d'ici la fin de l'année. Du côté d'OpenAI, donc, maison mère de ChatGPT. Alors là, c'est beaucoup plus sérieux, puisqu'on le sait, la firme de Sam Altman a racheté, il y a plusieurs mois déjà, la start-up de l'ancien designer d'Apple, Jonathan Ive, et les deux ensemble ont annoncé officiellement qu'ils allaient lancer un nouvel appareil, un objet mystère, entièrement tourné vers ChatGPT, une sorte, là encore, d'assistant IA personnel à porter sur soi. Et cette semaine, on en a appris un peu plus. Selon un message posté sur X par un insider, a priori bien informé, ce projet d'OpenAI, qui s'appelle SweetPea en interne, serait donc bel et bien dans les tuyaux et devrait sortir en septembre de cette année, septembre 2026. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça se composerait d'une espèce d'appareil principal en métal de la forme d'un œuf, à l'intérieur duquel se cacheraient deux petites capsules que l'on viendrait fixer derrière les oreilles. En gros, des sortes d'écouteurs, mais qui fonctionneraient sans smartphone. Toute l'électronique et toute la communication avec le réseau, a priori, serait donc intégrée dans le fameux œuf que l'on garderait au fond de sa poche. Alors, là encore, rien d'officiel pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la stratégie qui est derrière tout ça. Et pour OpenAI, la problématique, c'est de donner un corps à ChatGPT, car contrairement à Apple ou Google, eh bien, la start-up américaine n'a pas de smartphone ou d'ordinateur. Elle est donc limitée dans ses développements et dans ce qu'elle peut offrir au public. Elle est dépendante des équipements des autres, ce qui explique aujourd'hui la volonté d'OpenAI de développer un appareil dédié. ChatGPT, justement, eh bien, les Français en sont fous, en tout cas les professionnels en entreprise. Selon une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, eh bien, les cadres français seraient parmi les plus gros utilisateurs au monde de ChatGPT. 35% d'entre eux s'en servent régulièrement, selon ce sondage. Et d'ailleurs, le sujet de l'intelligence artificielle intéresse également les actionnaires. Ce serait le thème le plus débattu dans les assemblées générales des entreprises du CAC 40. Les actionnaires qui demandent des comptes aux dirigeants sur l'intégration de l'IA et les perspectives de croissance. Voilà. Et vous, où en êtes-vous, cadre ou pas cadre? Est-ce que vous êtes fan également d'intelligence artificielle? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cet épisode, par exemple sur mondenumérique.info. L'innovation de la semaine, elle vient de France et du laboratoire QTAI, laboratoire d'intelligence artificielle, souvent présenté comme l'OpenAI à la française, ce labo cofondé par Xavier Niel, Rodolphe Saad et Eric Schmidt. Les chercheurs de QTAI ont développé un système à base d'IA pour redonner la voix aux personnes atteintes de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique, provoque en effet une faiblesse musculaire et donc des troubles de la parole. Eh bien, l'outil baptisé Invincible Voice, développé par QTAI, exploite l'IA pour
reconstruire la voix des patients à partir de quelques secondes d'enregistrement et leur permettre de dialoguer de manière fluide. Ça a été présenté cette semaine, le 20 janvier. Ça combine donc de la reconnaissance vocale en temps réel, de la génération de réponses contextuelles et de la synthèse vocale personnalisée avec cet aspect clonage puisque cela permet donc de reproduire le timbre, les intonations et la personnalité vocale de la personne malade. Alors concrètement, le patient choisit parmi des réponses suggérées qu'il sélectionne avec ses mains ou avec un dispositif de eye tracking, c'est-à-dire avec les yeux, si il ne peut pas se mouvoir autrement, et ensuite il peut les prononcer, entre guillemets, dans sa propre voix. Ça offre une alternative plus naturelle et plus humaine que les synthèses vocales généralement utilisées, comme ce qu'on avait connu par exemple avec le physicien Stephen Hawking, qui était également atteint d'une maladie qui l'a empêché de s'exprimer, mais qui parlait avec une voix un peu de robot. Alors cette solution a été conçue avec l'entrepreneur Olivier Goy, qui est lui-même atteint de maladie de Charcot. Et QTI a fait le choix d'ouvrir cette technologie en open source, en espérant qu'elle soit adaptée et améliorée par la communauté développeurs, de chercheurs et d'acteurs du monde de la santé, voire même étendue à d'autres troubles du langage, car évidemment, ce n'est pas limité à cette pathologie, mais on peut imaginer, fort heureusement, que des tas de personnes privées de la parole, grâce à l'IA, puissent ainsi retrouver l'usage de la parole. Voilà, pour en savoir plus sur QTI d'ailleurs, je vous invite à écouter l'interview que j'avais faite il y a quelques mois du directeur général de QTI, Patrick Pérez. Vous pouvez trouver cette interview sur mondenumérique.info. Avant d'aller plus loin, un mot de Frogans, partenaire de l'hebdo de Monde Numérique. En 2025, je vous ai fait découvrir cette initiative technologique unique au monde, une nouvelle manière de consulter, de publier du contenu en ligne. Frogans fait sortir Internet du cadre avec des sites graphiques simples, très fluides. 2026 sera une année décisive pour Frogans qui s'adresse pour l'instant en priorité aux développeurs. Comment ça marche concrètement ? Alexis Tamas, cofondateur de Frogans. Le fonctionnement de Frogans, du point de vue de l'utilisateur final, c'est une application. Alors sur un téléphone, ça vient d'un store tout à fait traditionnel. Sur un ordinateur, pareil, on télécharge un petit logiciel qui s'appelle Frogans Player, qui est disponible gratuitement, qui ne nécessite pas d'enregistrement de la part des utilisateurs et qui est distribué par l'OP3FT, qui est en charge de la standardisation de Frogans. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur f2r2.fr, f2r2.fr. Le débrief transatlantique. Salut Bruno à Montréal. Salut Jérôme à Paris. Ravi de te retrouver comme chaque semaine pour ce débrief transatlantique entre ton carnet et Monde Numérique. Bruno, ChatGPT a fait pas mal de bruit en début de semaine en laissant entendre très clairement que ça y est, la publicité allait arriver dans ChatGPT. Alors à quoi ça va ressembler ce bazar-là ? Ayez peur, tremblez, Oh là parce que là. maintenant la publicité arrive. Non, plus sérieusement, d'entrée de jeu, faut dire clairement là, que selon les informations qui ont circulé et qui ont été publiées par les gens d'OpenAI, pour le moment, la publicité, elle va d'abord sortir aux États-Unis, puis après, elle va être déployée à travers le monde. La publicité va être vraiment bien identifiée. On n'est pas dans la publicité éditoriale. Ça va pas changer les réponses qu'il va nous donner à des questions. Mais évidemment, si vous demandez des suggestions, là, on va peut-être glisser cette information-là. Ah oui. Mais pour le moment, ça devrait être délimité à des bandeaux. Mhm. On ne joue pas dans l'éditorial. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça va affecter uniquement les utilisateurs de la version gratuite. Et quelque part, c'est un peu normal Ouais. parce que ça doit se payer. Ah, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Alors là, c'est vous qui allez regarder les publicités. Et puis, ça va aussi toucher à la nouvelle version qu'on vient de déployer, une version qui est disponible à $8, qui vous permet $8 US, là, qui vous permet d'accéder à plus de temps d'utilisation et à plus de force, de puissance de réflexion et de traitement de données. Mais si vous payez $20, si vous payez $100 ou $200 pour votre forfait, là, vous ne serez pas touché par la On publicité n'aura pas pour de le pub. moment. Ouais. Non. Alors en plus, ce sera probablement de la publicité ciblée. Un minimum Ben, ciblé. Alors ciblé t'imagines? de quelle manière par rapport aux requêtes qu'on fait? C'est-à-dire que voilà, tu dis tiens, aide-moi à choisir une machine à laver. Là, c'est un boulevard. Il va me Eh, mon proposer des pubs pour la Jérôme, machine à ça tombe laver. bien. Cette semaine, j'ai 2 belles machines pour toi. Voilà, exactement. Ouais. Mais si je lui demande, je sais pas, n'importe quoi, aide-moi à faire mon business plan, qu'est-ce qu'il va me sortir là?
Ah ben là, il faut pas avoir une publicité de KPMG ou Deloitte Ouais, ou c'est pas faux. Ouais, peut-être. Bon, enfin, ça fait un moment de toute façon qu'ils avaient dit que ça arriverait. oui, Après, je pense qu'il y a une réalité derrière. D'après des analyses que j'ai vues passer, même ça, il n'est pas certain que ça parvienne à compenser les énormes, monstrueuses dépenses d'OpenAI. ouais. OpenAI a besoin d'argent, Sam Altman a besoin d'argent. Il a réussi à trouver des milliards jusqu'à présent, avec ses tours de table multiples, mais ça lui coûte un pognon de dingue de faire tourner ChatGPT. Et avant que la publicité lui permette véritablement de répondre à ces besoins-là, apparemment, c'est pas gagné quand même, hein. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est en train de décliner, tous ces utilisations de cette puissance de calcul, qu'est ChatGPT et les autres services là, pour justement arriver à amasser, ces revenus-là. Parce qu'effectivement, c'est pas la publicité qui va venir régler leurs problèmes et c'est pour ça notamment, on en parlait, il y a quelques secondes là, de l'outil là, le petit bidule qu'on va nous vendre Ouais. pour utiliser ChatGPT, ben, ça fait partie aussi des différents moyens qui sont là pour essayer d'arriver à nous attraper. Puis moi, j'ai l'impression que quand on est en train de parler de la déclinaison médicale de Mmh. ChatGPT, avec l'onglet qui va apparaître, c'est d'abord aux États-Unis, mais après ça va être ailleurs. Moi, j'ai l'impression que ça aussi, à un moment donné, ça va être probablement des sources de revenus potentiels Ouais, ce pour sera eux. monétisable, bien Ouais, sûr. alors c'est autant de possibilités et d'ailleurs, c'est le mandat là, quand il a été chercher, la française, qui est Fidjissimo, derrière le ouais, qui est derrière le succès d'Instacart, c'est ça. L'idée là-dedans, c'est bien sûr, elle d'arriver à créer des produits qui peuvent ramener de l'argent à la maison, c'est son défi tout à fait. et on le voit là dans les derniers mois là, ça commence à produire dans sa division là. Ouais. Ça va être c'est la mission de Fidjissimo, effectivement, faire rentrer de D'accord. l'argent. Voilà, voilà. De quoi on parle sinon, Bruno, cette semaine? Qu'est-ce qui a Aïe, aïe, retenu ton aïe. attention? Écoute, est-ce que j'ai entendu parler, que les Chinois seraient plus bienvenus en Europe? Aïe, aïe, aïe. Dans les télécoms, effectivement, c'est l'Union européenne qui veut booter les Chinois hors d'Europe, en matière de télécom, c'est-à-dire, la 5G, les réseaux haut débit et cetera. Là, on parle d'équipementiers, là, ceux Tout à fait. qui C'est construisent les grands réseaux principalement de communication, voilà, là. c'est pas les Chinois, on fait pas de la xénophobie, gratuite, hein. C'est essentiellement les industriels, Huawei et ZTE qui sont par ailleurs des pointures, du secteur, qui sont Ouais, les leaders du secteur, qui fabriquent des équipements, de très, très bonne qualité. Malheureusement, c'est pas pour des raisons de qualité, c'est plus pour des raisons, diplomatiques. On craint en fait, eh bien, une perte de souveraineté, on craint, des risques de piratage, d'interception de données, et peut-être même si demain les relations se tendent entre l'Europe et la Chine, eh bien, des moyens de pression, hein, un petit peu comme, on voit ce qui se passe avec les États-Unis où, on commence même à trembler, par rapport aux États-Unis, on craint qu'un jour Donald Trump demande à Google ou à Microsoft de nous couper le robinet, donc on sera bien embêtés. Il pourrait le faire, mais il faut qu'il attende un peu, qu'on ait trouvé des moyens de substitution, ce qui n'est pas le cas. Bref, pour ce qui est des équipementiers chinois, et donc l'Union européenne souhaite que d'ici 3 ans, eh bien, ce soit entièrement banni, entièrement interdit. Alors, il faut comprendre quelle est la situation aujourd'hui. En fait, si tu veux, par exemple, nous en France, on a déjà commencé à faire ça. Il y a déjà eu une prise de conscience il y a plusieurs années, hein, et les grands opérateurs, Orange, etc., ont écarté les équipements chinois et notamment de leur cœur de réseau, donc aux endroits les plus sensibles. Ils en utilisent un petit peu dans certains endroits, en périphérie, etc., mais beaucoup moins que dans d'autres pays, parce qu'il y a certains pays d'Europe, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, etc., où là, on est à plus de 50% d'équipements chinois. Et donc, eh bien, c'est un problème parce que, si véritablement ces pays, d'ici 3 ans, doivent trouver une solution de substitution, et il y a une équation, ouais, financière très importante. On parle de 200 milliards d'euros pour, compenser tout ça, donc c'est pas évident. Voilà, donc voilà pourquoi effectivement les Chinois vont être boutés hors d'Europe, en tout cas des ouais télécoms. et je comprends très bien parce que nous, la discussion a eu lieu au Canada quand, il y a eu la mise en place, de la 5G. Ouais.
Il y avait énormément d'équipementiers qui étaient sur la ligne de départ pour offrir leurs services. Et puis rapidement, le gouvernement canadien a dit ça, on était pas loin de l'époque où il y avait toute cette histoire de Huawei, la nièce du grand patron de Huawei qui était détenue à Vancouver, là. Mhm. Et donc les relations étaient vraiment froides entre la Chine et le Canada. Et on avait dit, bon, ben, tout ce qui est équipementier chinois, vous ne ferez pas partie du nouveau réseau qui sera déployé de 5G, sauf que dans la 4G, ils sont encore présents. Et bon nombre de services canadiens dépendent encore dans certains coins de Ouais. la 4G Mais et ça passe par l'équipement ouais, mais alors je crois que la de ceux que 4G, je vois c'est avoir. moins grave que pour la 5G. Parce que la 5G, c'est vraiment des réseaux «intelligents» entre guillemets, qui sont pilotés par du software et où quelque part, bien, Disons que c'est moins stratégique. c'est oui, puis ils se retrouvent plus vulnérables en tout cas, Ouais. plus manipulables. On ne sait pas trop s'il n'y a pas une ligne de code cachée quelque part qui peut effectivement, nous nuire à un moment ou à un autre. Ouais. Donc voilà, c'est un vrai problème. Alors en plus le problème, c'est que c'est des équipements de très bonne qualité, très performants et beaucoup moins Ouais. chers. Ben oui. Donc pour les opérateurs, bah, c'est un vrai problème parce qu'ils ont choisi ça, en comparant, ce qui était enfin les solutions du Ben, à marché. qualité égale, à un produit moins cher, évidemment, tu étais intéressé par ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et la puissance chinoise dans ce domaine, elle est énorme. Donc encore faut-il avoir des solutions de substitution. Alors nous, en Europe, on a de la chance parce qu'on a des équipementiers. On a Ben, Ericsson, Ericsson notamment, ben ouais. tout à fait. Et donc alors ça fera plaisir à Ericsson cette décision, mais ça ne fait pas plaisir aux Chinois. Et rappelle-toi, le salon Mobile World Congress de Barcelone, tous les ans, le stand Huawei est impressionnant. C'est pas un stand, c'est un hall. C'est un hall entier où ils étalent tout leur savoir-faire et effectivement, ils sont à tous les échelons en fait des télécoms. Mmh. Hey, tu sais que, puisqu'on parle de la Chine, tu me permets de faire un petit peu d'actualité canadienne. Nous, notre relation, elle est au beau fixe avec la Chine, hein. Ben, Depuis tant que mieux. notre premier ministre, avant d'aller à Davos et de faire un Ouais. merveilleux discours qui a épaté la planète, ben, il était, en En terre Chine. chinoise Mais nous aussi, et tout va maint bien, mais notre président était en Chine il n'y a pas très longtemps. oui, Je dirais que même mais les relations avec les Chinois sont meilleures qu'avec les Américains aujourd'hui, avec hein. les Américains, c'est Bien sûr. fascinant, hein. On a réussi cette, discussion-là l'an dernier. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on n'aurait pas parlé de la même façon. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est assez intéressant de voir à la fois la politique, comment c'est en train de changer, Ouais. le positionnement industriel, comment il est en train de se poser, mais de l'autre côté, il reste encore qu'il y a pour de la cybersécurité, on va mettre ça dans cette talle-là, Mmh. ben, elle est encore affectée. Alors, Ouais. c'est à suivre. De quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno? Ben, cette semaine, notamment, je porte des lumières sur, Culture Mania, qui est, une nouvelle destination, ici au Québec pour les gens qui s'intéressent à la technologie. Ça vient d'ouvrir, ça fait environ une semaine que c'est en ligne. Ça propose des portraits, de soulever des questions par rapport, aux technologies. C'est évidemment, ça parle de culture, hein, c'est dans le Mmh. nom, Culture Mania, mais il y a aussi une section qui est plus Futur Mania et qui regarde poindre à l'horizon qu'est-ce qui se passe. Alors, je parle avec la rédactrice en chef de cette publication. Sinon, je parle d'un nouveau téléphone, canadien Ah bon? qui vient de sortir. Tu te souviens quand même du BlackBerry? Ah bah oui. Bon, Qui alors les mêmes gens dans le même co je dis les mêmes gens, c'est parce qu'ils sont de Waterloo, en Ontario. Ouais. Alors cette même communauté vient de sortir un nouveau Ah, téléphone c'est génial. qui est vraiment monté pour la protection de la vie privée des utilisateurs et tout le je te donne une idée là, tout le stockage des données qui est généré par le téléphone, tu peux stocker ça localement. D'accord. Exactement comme AEW est en train d'offrir aux gens, pour régler la question de la souveraineté numérique. Donc avec ton téléphone, Ouais. ben, évidemment, quand tu t'en vas en Chine, là, c'est une autre question, mais quand tu es sur ton territoire, là, ça passe plus partout à travers le monde. Tout est Quoi, il y géré a pas de par, cloud? Il y a pas ben non, il y a pas d'accès au ben cloud? ton cloud, tu Ouais. peux avoir ton cloud personnel, Bah ton info bah, attends, nuagique mais à toi. on revient à la situation d'il y a 25 ans, quoi. Il va falloir faire ses sauvegardes sur son ordinateur, c'est horrible. Ah non, 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 ben non, ça t'a facilité, mais quand même, on revient à quelque chose qui existait auparavant. Bah oui. Et puis, sinon, avec, Luc Dupont, qui est prof à l'Université d'Ottawa, on regarde, une étude qui vient d'être publiée par l'Université de Montréal et l'Université de Toronto sur la créativité et l'IA. Ils ont comparé 100 000 personnes, évidemment un échantillonnage canadien là, par rapport à leur niveau de créativité, puis ils ont comparé ça à des IA génératives. Mmh. Ben, c'est surprenant de savoir, qui est plus créatif que l'autre.
Ah, et c'est qui? Puis ça, vous l'entendrez, en Zut, écoutant il faut l'entrevue. aller écouter ton carnet pour savoir alors. C'est ça le truc. Waouh! Ah ça, j'aimerais bien Ouais. savoir. Bon, Ouais, zut, je vais être obligé de faudrait t'écouter écouter. cette semaine. Ah, pauvre toi, je suis désolé. Mais les gens qui nous écoutent, je vous invite à écouter, vous allez voir, c'est fort agréable, surtout avec Luc Dupont, qui est un excellent conteur. C'est, Ah! une des grosses pointures de l'enseignement des communications au Canada. Bon, Et puis, j'ai la chance qu'il vienne me visiter là, une fois par mois, sur mon carnet. eh bah, écoute, super. Bon, j'étais ravi en tout cas de te recevoir dans Monde Numérique et puis, de m'inviter dans ton carnet, cette semaine Je encore. te dis pareillement, merci d'être passé chez nous. Et puis, mon carnet, tu sais, hein, les portes sont toujours ouvertes. Tu passes quand tu veux. C'est sympa. Allez, salut, à la semaine prochaine Bruno. Ciao, ciao. Monde numérique, le meilleur de la tech. Les interviews de la semaine de Monde Numérique. Dans un instant, notre rendez-vous mensuel avec la direction de l'innovation de Capgemini. Et on va revenir justement un petit peu encore sur le CES, parce qu'on n'avait pas tout dit sur le CES avec Patrice Duboé. On verra ce qu'on peut dire encore en matière d'intelligence artificielle, de tech respectueuse de l'environnement, et puis aussi des conséquences des objets connectés sur la vie quotidienne dans le futur. Mais avant cela, je vous emmène à Bruyères-le-Châtel, en Essonne, en France. Et surtout, je vous emmène dans le futur, à la découverte du nouveau super ordinateur français et européen, Alice Recoq, un supercalculateur, le plus puissant d'Europe. Il est actuellement en fabrication, il sera livré l'an prochain au CEA. Alors à quoi ressemble-t-il? À quoi va-t-il servir? On en parle avec mon invité. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine, sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Nicolas Larjan. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes directeur du TGCC, le très grand centre de calcul du CEA, situé dans l'Essonne. Et on va donc parler de cet ordinateur le plus puissant d'Europe qui est en construction actuellement, le supercalculateur Alice Recoq. À quoi va-t-il ressembler cet ordinateur? Est-ce qu'on peut encore parler d'ordinateur? Est-ce que vous pouvez nous faire la petite présentation? Oui, on peut parler d'ordinateur, mais surtout de supercalculateur. Donc peut-être pour remettre les choses dans leur contexte, on parle ici d'investissements importants qui se font à l'échelle d'un continent. Et mi-novembre, EuroHPC, donc une entreprise européenne en charge du développement du calcul scientifique, de l'intelligence artificielle et également du calcul quantique en Europe, a annoncé le résultat d'un appel d'offres et Eviden a gagné cet appel d'offres et va installer donc cette machine Alice Recoq au TGCC à partir de 2026 pour une ouverture aux utilisateurs en 2027. Donc Alice Recoq, ce sera le deuxième supercalculateur hexaflopique qui sera installé sur le continent européen. On l'a dit, c'est des investissements importants. Donc c'est une machine qui est financée à 50% par l'Europe, 50% par un consortium qui est porté par Gensi. Gensi étant l'opérateur public en charge d'implémenter la stratégie nationale de calcul haute performance, à la fois en IA, en calcul quantique également, et de procurer les moyens de calcul et stockage aux communautés nationales pour la recherche scientifique. Adossé à ce consortium, on a également d'autres États, les Pays-Bas et la Grèce. Et Alice Recoq, dans les faits, c'est une machine exascale, donc une machine hexaflopique capable de réaliser plus de 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde en virgule flottante. Donc pour le calcul scientifique, on a besoin de haute précision, donc on parle de 64 bits, au moins 15 chiffres significatifs, contrairement à ce qui se fait en IA où on a plutôt recours à des faibles précisions. Peut-être juste pour fixer les idées, si on imagine qu'1 milliard d'êtres humains sont capables de réaliser une opération de calcul par seconde et ils ont une puissance de 1 gigaflops, il leur faudrait calculer sans relâche pendant 1 milliard de secondes, soit 30 ans, pour réaliser la même quantité de calcul qu'Alice Recoq en 1 seconde. Au niveau mondial, il y a 3 machines hexaflopiques qui sont aujourd'hui installées aux États-Unis, une 4e en Europe, en Allemagne, Alice Recoq sera la 5e installée et la 2e sur notre continent. Et on peut dire que ce sera la plus puissante d'Europe?
Alors, j'espère bien que ce sera, la plus puissante, d'Europe et ça, on le verra, au moment de la recette, de la machine. Alice Recoq dépassera la barre des 1 hexaflop et en termes, de puissance, donc il y a un cas-test qui s'appelle le cas-test dit, HPL qui est un benchmark qui permet de comparer, les machines entre elles et donc ce sera parmi, les plus puissantes et j'espère bien effectivement que ce sera la plus puissante. Peut-être pour fixer les idées, hein, ce qu'il existe aujourd'hui au niveau national. Donc, on a des machines qui font de l'ordre de 50 à 100 pétaflops. Donc Alice Recoq, ça va permettre, une montée en puissance d'un facteur, 10 à 20. Et ça, c'est, extrêmement intéressant pour, nos communautés. Et cette puissance, on peut, la fournir au travers de composants qui, sont aujourd'hui des cartes graphiques qui sont utilisées, pour ces grandes machines. Et Alice Recoq sera utilisée de GPU fournis par AMD, donc des GPU de dernière génération qui sortent fin 2026. Donc j'ai des GPU AMD MI430X qui embarquent une très grande quantité de mémoire, 432 gigaoctets de HBM4 hein, pour les spécialistes, et un CPU haute qui est basé sur un processeur AMD Venice. On a cette puissance de calcul et pour arriver à faire marcher tout ça, eh bien, il faut, un réseau d'interconnexion. Donc la machine va embarquer un réseau, BXI, dit V3, développé par la société Eviden, qui va relier entre les GPU à une fréquence, une vitesse, extrêmement élevée, donc 800 gigabits par seconde, et les CPU entre eux à 400 gigabits par seconde. Avec ces éléments-là, je suis convaincu qu'on aura une machine des plus puissantes, au monde. Nicolas Larjan, alors à quoi va servir ce supercalculateur? Qui va l'utiliser et pour faire quoi? Alors, une machine, de ce type, permet en premier lieu d'ouvrir le champ des possibles. Donc pour, les scientifiques, ça permet, eh bien, d'avoir des simulations beaucoup plus complexes, multi-échelles, multiphysiques, qui intègrent des modèles beaucoup plus précis, des modèles qui peuvent être extrêmement coûteux en ressources, informatiques. Ça va permettre d'explorer le monde, de l'infiniment petit, à l'infiniment grand, mais aussi sur des échelles temporelles qui nous dépassent. C'est, une machine, Alice Recoq, qui est capable, eh bien de générer, tant d'instructions que l'on va pouvoir sonder, la matière, imaginer de nouveaux matériaux, aller chercher les petites échelles, de turbulence, par exemple. Peut-être pour vous fixer, les idées, on a eu une première mondiale qui a été réalisée, sur la machine Joliot Curie du TGCC en 2022. On a réalisé la simulation complète d'une turbine d'hélicoptère en mode instationnaire, donc ça a monopolisé 13 000 cœurs de calcul pendant 100 jours. Avec Alice Recoq, eh bien, je m'attends à ce que ce genre de simulation soit réalisé en une journée, voire moins. Au-delà des sciences de l'ingénieur, Alice Recoq va permettre de couvrir de nombreux cas d'usage à forte valeur scientifique, sociétale ou industrielle. Ça va être par exemple la découverte de nouveaux matériaux, l'étude du climat, les nouveaux médicaments, la création de jumeaux numériques de la Terre ou du vivant, tout simplement. C'est, il faut comprendre que c'est un outil comme on peut avoir de grands télescopes. Là, on a un outil qui est un grand supercalculateur qui permet aux scientifiques, eh bien, d'exprimer tout le champ des possibles. On parle de simulation, mais il y a aussi également tout l'aspect IA qui est rentré depuis, quelques années maintenant, dans le cadre, de la science. Et entraîner de grands modèles d'IA pour la science, c'est également le rôle de cette machine. Donc c'est une machine qui est extrêmement bien équilibrée en termes à la fois de simulation, HPC, et d'intelligence artificielle, l'IA. Vous l'avez dit, c'est un élément de souveraineté d'une certaine manière. Est-ce que le fait que, à l'intérieur, ce soit malgré tout des processeurs américains, donc AMD, ça ne pose pas un problème? Alors, c'est une question intéressante, celle de la souveraineté et il faut peut-être pas, la résumer uniquement à, l'aspect, composant de calcul. La souveraineté, elle doit s'apprécier au regard de plusieurs aspects. Tout d'abord, eh bien, disposer, des applications qui permettent de créer cette science, cette valeur ajoutée et de ce point de vue-là, nous avons en France, parmi, les meilleurs chercheurs au monde, donc je ne suis pas inquiet. Disposer à l'autre bout des infrastructures qui permettent d'accueillir ces très grands systèmes. C'est le cas du TGCC notamment, et notre capacité à adapter notre très grand centre de calcul en fonction de la machine cible. Et également l'expertise des équipes d'administration du CEA pour opérer ces systèmes dans des environnements sécurisés. Entre les deux, eh bien, il faut toute la technologie.
et on peut dire qu'en France, on a quand même un champion, Eviden, qui est un constructeur de supercalculateurs et pas simplement un intégrateur, qui maîtrise l'intégration, la construction, des racks de calcul, le réseau associé, notamment avec ce réseau, BXI, co-conçu qui, est extrêmement efficace à la fois pour le HPC et l'IA. La capacité également de refroidissement de ces, racks de calcul, Bull Sequana, qui, permettent, eh bien, d'avoir un système hautement, efficace d'un point de vue énergétique et très dense. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à côté d'Alice Recoq, on a également une partition, qui sera équipée du processeur européen, Cipher, le processeur, REA2, 100 000 cœurs, de calcul, environ. C'est quelque chose de tout à fait, notable. Au-delà de ça, il y a également toute la pile logicielle d'administration, HPC, IA, open source le plus possible. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est vrai, c'est, le moteur de calcul, donc, le GPU et la mémoire peut-être. Si tout cela pouvait être produit, en Europe, eh bien, nous serions totalement, souverains. Donc il y a des initiatives de ce côté-là, sur plusieurs aspects, mais c'est plutôt des initiatives qui sont orientées sur le marché de l'inférence, IA, et pas tellement sur, celui du HPC qui reste un secteur de niche. Merci beaucoup Nicolas Larjan, directeur du, très grand centre de calcul du CEA. Et donc, rendez-vous, en 2027 pour, le lancement officiel de ce supercalculateur Alice Recoq. Merci beaucoup pour, l'invitation et l'accueil, ça a été très agréable d'échanger avec vous. Bonjour Patrice Duboët, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. On se retrouve comme chaque mois en partenariat entre Capgemini et Monde Numérique pour faire le point sur les tendances. Et j'aimerais qu'on revienne avec vous, Patrice, sur le CES de Las Vegas. Alors, c'est intéressant de voir un peu à froid, comme ça, quelques semaines après l'événement, ce qu'on peut en retenir. Et dans un domaine qui vous est cher et que vous avez particulièrement examiné, qui est l'intelligence artificielle, est-ce que ce CES a été un tournant en matière d'IA? Alors est-ce que c'est un tournant? C'est une évolution, c'est sûr. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'IA au CES et comme dans toutes les innovations dans notre métier. Je dirais qu'on arrive vers une phase de maturité. Il y a 3-4 ans, c'était l'arrivée de ChatGPT, c'est arrivé dans le grand public. Ensuite, on a parlé des LLM. Ensuite, on a parlé l'an dernier des agents IA, ces petits bouts de code qui nous aident à accélérer. Et là, je crois que le maître mot pour cette année, c'est ce qu'ils ont appelé le physical AI. C'est-à-dire que l'IA devient une infrastructure et on met de l'IA partout et surtout dans le monde physique. C'est pas uniquement de l'IA pour les développeurs, pour les codeurs, mais on a vu beaucoup d'IA dans les robots. On en a parlé la dernière fois. 2026, c'est vraiment l'année où les robots, les humanoïdes vont accélérer. On en voit dans les usines, on en voit dans les salons, et ces robots, ils sont alimentés à l'IA. Et donc c'est intéressant de voir que l'IA, Ou elle il arrive. commence à l'être parce que on voit aussi que certains sont encore un peu vides, hein. Ils ont encore un peu la tête vide pour certains. Tout à fait. Il y a quelques années, dans les salons, on voyait un bras robotisé, qui nous amenait un petit cocktail. Aujourd'hui, on en voit qui jouent un petit peu aux cartes ou au bunto, mais c'est pas encore Ouais, ça. Donc on voilà, il y en il y a avait qui boxaient au CES. exactement, il y a encore beaucoup d'entraînement, hein, sur ces robots. Mais ce qui est intéressant, c'est la tendance. On voit encore une fois vers une IA qui est plus maîtrisée, qui est plus petite. Le maître mot à Vegas, c'est un petit peu: «Non, ce n'est pas du LLM, ça consomme pas trop». C'est une IA, encore une fois, qui est maîtrisée avec des données de qualité. Donc ça répond aussi à une notion de on parle beaucoup de souveraineté, de sécurité. On doit maîtriser sa donnée, elle part pas dans le domaine, public. Donc on va un petit peu vers le small AI, la notion de edge qu'on a vu dans le cloud. On met les données en bordure de cloud pour pas inonder le cloud et on voit cette même tendance aujourd'hui avec l'intelligence artificielle que l'on veut maîtriser avec des petits modèles qui sont très spécifiques et qui vont embarquer un petit peu tout le monde physique avec en priorité, encore une fois, cette année, les humanoïdes qui étaient un petit peu sur tous les stands. Mmh. Donc physical AI, ça veut dire ça. Ça veut dire, de l'IA, sur des en dehors des ordinateurs d'une certaine On va manière? dire oui, de l'IA embarquée, Ouais. dont on va embarquer ça, on a vu d'autres exemples dans les lunettes, on a vu les premiers exemples, les Google Glass il y a quelques années, bon, qui duraient pas trop longtemps, qui étaient plutôt moches, avec une définition qui était pas excellente. Aujourd'hui, on voit que l'IA embarquée dans les lunettes amène une définition qui est quand même
bluffante, avec une rapidité, avec une autonomie, avec une précision. Et on voit que tous les lunetiers, en fait, ont intégré ça dans leur stratégie. Et ils vont tous investir des millions pour prendre cette part du marché qui est estimée à plusieurs dizaines de milliards dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est un objet du quotidien que tout le monde peut porter et vous aurez votre téléphone embarqué en gros dans les lunettes. Même la traduction simultanée, vous avez pu voir des exemples où vous avez un espagnol, un anglais qui parle et puis c'est la lunette, ce sont les lunettes qui vont traduire en temps réel, le langage. Donc là, on voit, il y a quand même du concret, il y a des choses qui sont très intéressantes. Après, on peut se poser d'autres questions sur, la confidentialité. Donc Ouais. ça, c'est un autre point qui peut être traité. Oui, parce que ces lunettes, donc il y a l'aspect, information projetée pour la personne qui porte les lunettes, mais il y a aussi l'aspect caméra puisqu'effectivement ces lunettes peuvent filmer, prendre des photos et cetera. Moi, j'ai pu tester à Las Vegas les lunettes de Meta. Alors ça pose un certain nombre de questions. Vous intéressez à ces questions-là, les questions de vie privée, qui peuvent être soulevées demain par ces nouveaux outils? Oui, alors on se les pose à 2 titres. D'abord en tant que citoyen, souhaitez-vous, être filmé, tout le temps? On voit tous les débats qui sont en France et Mmh. lorsqu'une ville souhaite installer des caméras connectées, les questions sont légitimes et se posent. Bon, est-ce que l'on souhaite, être filmé, 24 heures sur 24 par des personnes qui portent des lunettes au restaurant, au cinéma? Ça pose des vraies questions et puis au niveau professionnel, donc là, on peut aller plus loin. Vous avez pu voir cette semaine, certains problèmes qui arrivent dans les tribunaux. Vous savez, dans les tribunaux, on n'a pas le droit de filmer pour plein de raisons, parce que c'est confidentiel, parce qu'on ne veut pas que l'on puisse voir quelles sont les personnes qui ont accompagné un prévenu ou quels sont les juges qui ont infligé une peine. Donc, on n'a pas le droit de filmer et on commence à voir de plus en plus de téléphones portables qui arrivent à passer les filtres et qui filment. Donc, quid demain si les personnes viennent avec des lunettes, comment repérer une lunette qui intègre une caméra? Ça, c'est pratiquement invisible. Donc, on voit que des nouveaux Mmh. problèmes de Bah, ça se confidentialité voit, vont mais se il faut porter. s'approcher, disons. Ouais, Exactement. Donc, je pense que ce sera encore plus ouais. de contrôle. Plus de contrôle ou effectivement ça peut avoir peut-être aller vers encore plus de huis clos, dans les tribunaux Exactement, finalement, exactement. ce qui serait pas très, démocratique, on va dire. Donc ces outils nous emmènent encore très, très loin comme d'habitude. Et puis il y a une autre question aussi qui se pose et qui s'est pas tellement posée finalement au CES de Las Vegas, c'est tout ce qui touche à l'impact environnemental des technologies. Mais je sais que vous avez quand même repéré 2-3 trucs qui montraient qu'on allait, par certains côtés, un peu dans le bon sens, quoi, dans Tout la à bonne fait. direction. Donc dans la majorité des stands ou des keynotes, on a vu les nouvelles annonces d'NVIDIA, c'est obligatoire au CES avec les nouvelles puces Rubin Alpha Mayo qui sont faites pour amener encore plus de puissance aux robots, aux automobiles, qui est toujours un grand, domaine, à Vegas. On a vu AMD, qui a également sorti le Ryzen. Mais dans le domaine des PC portables, on voit quand même quelques petites initiatives qui sont à souligner, en particulier Lenovo, qui a sorti le dernier modèle, le Lenovo ThinkPad que tout le monde connaît. C'est quand même un PC, phare et donc ils ont sorti le ThinkPad X1 Carbone, mais qui est conçu pour être facilement réparable et on sait que c'est un thème qui est cher. Aujourd'hui, on sait que si on veut protéger la planète, l'empreinte carbone, c'est pas uniquement la consommation lorsqu'on utilise le PC, mais surtout pour le produire et si chaque fois qu'on a une petite panne sur une puce, on va changer tout le PC, là, ça pose un vrai problème de réparabilité et donc Lenovo a pris ce thème-là et je trouve que c'est tout à fait louable, de fournir des PC professionnels de grande qualité que l'on peut réparer pour changer des composants et pas uniquement, l'ensemble de la machine. Merci Patrice Duboé, directeur d'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. C'est la fin de cet épisode de l'Hebdo de Monde Numérique du 24 janvier 2026. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Retrouvez les interviews en version longue intégrale la semaine prochaine. Retrouvez également le podcast Maison Connectée si vous vous intéressez à la domotique avec cette semaine un nouvel épisode consacré aux serrures connectées. Oh là là, les serrures, gros sujet, très intéressant. C'est un super truc, les serrures connectées.
Et puis sinon, cette semaine, je vous ai parlé également de voitures autonomes. Pourquoi les voitures autonomes que l'on voit circuler dans les rues, en fait, ne sont peut-être pas tout à fait autonomes? Explication dans le Zoom Tech du 23 janvier. Voilà, n'oubliez pas de laisser un commentaire, 5 étoiles aussi à propos de ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Réagissez sur le site mondenumérique.info ou sur les réseaux sociaux. Téléchargez l'application Monde Numérique signée Good Barber pour iPhone et Android. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir chaque jour dans votre boîte mail l'essentiel de l'épisode du jour. On se retrouve samedi prochain. Passez une bonne semaine pleine de tech. Salut!